Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Direction New York où les ballets de Monte-Carlo ont donné 4 représentations de Cendrillon de Jean-Christophe Maillot. Le musée océanographique vient d'officialiser un partenariat avec le musée des Confluences de Lyon, partenariat portant notamment sur des échanges. Le prince souverain vient de remettre un véhicule de pompiers datant de 1971 à un musée situé dans l'Ain. Et enfin, une page littérature avec la présentation de 2 ouvrages, Monaco sous l'occupation de Pierre Abramovici et dans un autre registre, L'étrange affaire Portal d'Emmanuel Dain, un retour sur un fait divers dans les années 70. Nous débutons ce journal en nous rendant à New York avec un focus sur le déplacement des ballets de Monte-Carlo et la représentation de Cendrillon de Jean-Christophe Maillot, accompagné d'une exposition de photos d'Alice Blangero, reportage sur place de José Sacré, sans oublier bien sûr Serge Prémont. Tout au long de l'année, les ballets de Monte-Carlo se produisent partout dans le monde et tels des rockstars reviennent régulièrement aux États-Unis. Après la Californie, Costa Mesa, où ils ont donné Corée, c'était New York du 18 au 20 février 2016. C'est un passage presque obligé quand même pour une forme de reconnaissance. Je crois que c'est surtout aussi des grandes villes comme celle-là. C'est des villes qui ont l'habitude de voir énormément de propositions. Donc pour nous, se confronter toujours à ce public-là, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Au New York City Center, un théâtre inauguré en 1923 qui a accueilli des grands noms du jazz, de la comédie musicale et de la danse, Balanchine y présentait régulièrement ses ballets, la compagnie monégasque a proposé 4 représentations de Cendrillon, musique de Prokofiev, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Je pense qu'il y a un parcours, il y a 2 ans, le Pacific Northwest Ballet avait présenté Mon Roméo et Juliette ici avec leur compagnie. Le public avait vu, beaucoup d'Américains ont vu La Mégère apprivoisée au cinéma dernièrement. Cendrillon, je pense que c'était un étalon qui leur permettait de repérer un autre type de travail, plus léger peut-être, plus drôle aussi, quelque chose qui se rapproche un peu de leur humeur, un peu plus adolescente, je dirais, pour être élégant. Et après, ça permet d'envisager peut-être, comme on l'a fait en Californie, où on est passé déjà 4 fois, d'amener des pièces un peu plus pointues, un peu plus complexes. La première représentation de Cendrillon a été précédée d'un grand dîner organisé par l'Association des Amis des Ballets de Monte-Carlo au profit de la compagnie. Et lors de la soirée d'ouverture, une réception pour 150 invités et les danseurs de la compagnie a été donnée par le consulat général de Monaco à New York et Cartier au restaurant Circo avec le chef Paolo Sarri qui avait préparé un menu 100% bio. C'est une réception qui a le but de soulever des fonds pour aider les ballets dans leur tournée, parce que c'est quand même très coûteux de venir jusqu'aux États-Unis pour une grosse compagnie comme ça. Et donc on a eu de la chance que Cartier accepte d'être notre sponsor, ce qui fait que ça a couvert beaucoup de dépenses. Et donc tous les billets qui ont été vendus ce soir peuvent être reversés au ballet. Au cours de ces journées magiques des ballets de Monte-Carlo à New York, le consulat général de Monaco et le Monaco Government Tourist Office ont permis à la jeune et talentueuse photographe Alice Blangero de présenter à Christie's sa première expo photo à New York, Inside les ballets de Monte-Carlo. J'aime passionnément les gens pour qui je travaille. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce contact intime avec les gens. Je pense que je ne pourrais pas faire le même travail si je travaillais dans une autre compagnie. Je pense que ce qui est important, c'est d'admirer les gens, comme en amour. Et voilà, je veux rendre hommage à ces danseurs. La danse est un art assez éphémère finalement. Il y a énormément de travail pour un spectacle qui, à la fin, bon, il va nous en rester quelques souvenirs, quelques impressions, mais finalement, je me dis, voilà, faire une photo, c'est ne pas oublier qu'il s'est passé ce moment. Je suis vraiment content qu'elle ait l'occasion de présenter son travail à New York, c'est un aboutissement, c'est une enfant du pays, donc quand on sait qu'en plus on peut à Monaco même trouver des forces vives comme ça qui sont capables de collaborer, ben c'est formidable, donc elle fait tout à fait partie de la famille maintenant. Je suis toujours très heureux quand Monaco, dans son ensemble, peut profiter de l'écrin que représentent les ballets de Monte-Carlo pour monter des opérations et promouvoir, bien entendu, l'image de Monaco, ce qu'elle propose.
le plus bel exemple, c'est que moi j'ai découvert ce merveilleux chef du Monte Carlo Beach que je ne connaissais pas, et j'ai écouté ça avec bonheur, découvrir tout ce qu'il faisait avec la cuisine organique, la cuisine bio. Donc je me dis que si moi je découvre ça, je pense que les New-Yorkais ont beaucoup de plaisir à le découvrir, et on sous-estime encore tout le potentiel qu'a Monaco, et je pense que quand le tourisme s'associe à l'ambassade, à ses acteurs culturels, à des acteurs culinaires comme beaucoup à Monaco, je pense que ça montre aussi que, bon, encore une fois, Monaco a cette image un peu superficielle, mais il y a des gens qui travaillent, qui font des choses assez extraordinaires, assez exceptionnelles, et si nous, on peut avoir le modeste rôle de représenter cette dimension plus extraordinaire, eh ben, écoutez, j'en suis ravi et je suis très heureux que Monaco puisse en profiter, tant mieux. Retournons à Monaco, au musée océanographique. L'établissement officialisé la semaine dernière un partenariat avec le musée des Confluences de Lyon. Plus de détails sur cet accord dans ce reportage signé Frédéric Hélion. Ils ont plus d'un siècle d'écart mais partagent une philosophie commune, permettre aux visiteurs de découvrir le monde de l'art et de la science. Le musée océanographique de Monaco, inauguré en 1910, et le musée des Confluences de Lyon, qui a ouvert ses portes en décembre 2014, ont signé mardi dernier un partenariat pour les 5 ans à venir. Les échanges entre les deux institutions ont débuté avant même l'ouverture du musée des Confluences, et cette coopération s'est intensifiée ces derniers mois avec de premiers échanges. Nous avons prêté un de nos turbos pour la Chambre des Merveilles, une très belle exposition du musée des Confluences. Mais le musée des Confluences nous prête un immense squelette de Rorqual qui va être utilisé en fait par l'artiste Philippe Pasqua pour la préparation de son exposition Borderline qui sera accueillie au musée océanographique mais en 2017. Au-delà des échanges d'objets, c'est bien entendu un partenariat scientifique, culturel, académique, et puis un partenariat très actif en ce qui concerne l'animation et l'éducation. Premier fruit de cette collaboration, l'exposition Tabanaba, Australie, Océanie, Art des peuples de la mer. La directrice du musée des Confluences en sera d'ailleurs commissaire générale adjointe. C'est maintenant, j'allais dire, que le vrai travail va commencer avec, je l'espère, des projets, y compris de coproduction d'expositions. Là, on va commencer par des ateliers pédagogiques en lien avec l'exposition qui va ouvrir. Des prêts d'objets, en fait, on s'est dit qu'on voulait être des partenaires un peu privilégiés, cette facilité, quand on travaille sur une thématique, de s'interroger, d'échanger simplement. Voilà, un travail de proximité. Tabanaba, ce sera plus de 80 œuvres, de l'art contemporain avec des sculptures, mais aussi de l'art traditionnel avec des peintures et de nombreux objets. Exposition à découvrir dès le 24 mars au musée océanographique. Direction la place du Campanin, devant la caserne des pompiers située à Fontvieille. Le Prince Souverain vient de remettre un véhicule d'intervention datant de 1971 à l'association Remise 01 pour leur musée. Le récit d'Alexandra Pani. Il est prêt à prendre la route, une longue route qui amènera ce véhicule d'intervention aux couleurs rouge et blanche des soldats du feu monégasque jusqu'au département de l'Ain pour rejoindre le musée départemental des sapeurs-pompiers. Plusieurs officiels étaient réunis pour l'occasion autour du Prince Souverain. Le Prince Souverain nous a donc sollicité puisqu'il a un peu remanié son musée privé de collection en nous demandant effectivement si on voulait récupérer 2 engins qui avaient été donc offerts, remis on va dire plus exactement au Prince Régnier. Et effectivement, ne sachant pas où les stocker parce qu'on manque de place, on a effectivement décidé de le confier donc, à une association et notamment une des fidèles de la principauté, l'association de Gex, notamment la Remise 01, qui est une association qui gère un musée des sapeurs-pompiers. Un musée qui retrace en effet plus de 200 ans d'histoire à travers des expositions de matériel et d'équipement, des témoignages vivants du dévouement et du courage des sapeurs-pompiers au fil des années. L'association La Remise 01 a d'ores et déjà en sa possession 5 tenues monégasques, aussi bien des tenues d'officiers que de cérémonie. C'est un musée que nous avons monté avec des collègues depuis à peu près 16 ans. Ce musée contient déjà 98 véhicules et ce véhicule-là, eh bien, ça va être le summum puisque c'est un véhicule qui a été, je crois, fait en un seul exemplaire et qui est, au point de vue restauration,
parfaite restauration. Alors ce véhicule va intégrer le musée dès le mois de mai et là les visiteurs vont pouvoir admirer le véhicule de la principauté. Un véhicule donc relativement rare et aux caractéristiques bien précises. C'est un engin qu'on appelle un FPTL, donc fourgon-pompe léger à vocation rurale. C'est un engin 4x4 qui fonctionne à l'essence, qui a une pompe, je dirais, de 60 mètres cubeurs, donc 1000 litres par minute, avec une capacité d'eau de 1000 litres. Donc c'est un engin un peu particulier, il y en a très peu qui ont été faits. Il a plutôt vocation d'engin de lutte contre les feux de forêt. Mais sa capacité 4x4 lui confère la possibilité d'intervenir en périurbain, ce qu'on appelle, donc on va dire de l'habitat qui est diffus, je dirais, dans des terrains peu accessibles par les engins urbains. Après avoir servi une vingtaine d'années, il a été réformé en 1993 et après avoir subi une importante restauration, il a été offert au prince Régnier III pour faire partie de sa collection de voitures anciennes. Nous ouvrons une page littérature et on commence par Pierre Abramovici qui est venu présenter Monaco sous l'occupation ce lundi soir lors d'une conférence qui s'inscrit dans le cadre des rencontres littéraires Fabien Boisson. Il revient sur la période de 1937 à 1944. Alexandra Pani l'a rencontré au Théâtre des Variétés. En 1940, c'est la défaite. Alors la défaite, elle n'est pas attendue, personne ne s'y attend. Il y a eu les accords de Munich que les Monégasques ont fêtés avec joie. Il y a eu des manifestations de joie ici à Monaco pour dire c'est formidable, il y aura la paix, comme partout. En 1939, les Monégasques s'attendent à la guerre parce qu'on attend effectivement de les évacuer dans le sud de la France. J'ai commencé il y a 17 ans en écrivant un ouvrage qui s'appelait « Un rocher bien occupé », qui à l'époque avait été extrêmement mal vécu par la principauté tout entière et en particulier par le prince. Pourquoi ? Parce que ça réveillait des mauvais souvenirs, personne n'avait jamais écrit sur cette question, et surtout, ce qui était plus ennuyeux, c'est que, la documentation qui était celle que j'avais utilisée à l'époque était française, italienne et allemande, et le prince, pour des raisons qui lui appartenaient, avait refusé de me laisser accéder aux documents monégasques. Donc j'avais à la fois des documents qui étaient de type diplomatique, d'une part, et d'autre part des documents qui globalement étaient hostiles à la principauté. Par exemple, le consul de France en 1942 appelle les Monégasques les indigènes. Donc ça a été plutôt mal vu parce que le ton global du bouquin était évidemment une réalité sur le fond, mais avec une tonalité qui n'était pas absolument, neutre, on va dire. Mais c'était la seule chose dont je disposais. Le livre d'aujourd'hui est tout à fait différent, en ce sens que le prince Albert a voulu qu'on solde la question de la Seconde Guerre mondiale. Il l'a voulu de différentes manières, avec la commission sur la spoliation, avec la reconnaissance du fait pour la question juive de la déportation, etc., des juifs de Monaco ou de venus à Monaco. Et il a souhaité que la question historique soit mise à plat, et cette fois-ci en ouvrant au contraire les archives monégasques. Donc il m'a autorisé sans réserve, comme on dit, l'intégralité des archives de la principauté, et donc j'ai pu consulter cette fois-ci des documents qui étaient d'une toute autre tonalité. Ça n'a pas changé vraiment sur le fond, mais la tonalité était tout à fait différente. Le principe qui a été adopté était un livre illustré, richement illustré, dans lequel vous avez près de 400 illustrations, composé de documents, de photographies, dont pour l'essentiel des inédits, presque complètement. Moi, j'ai retrouvé, avec l'aide de Sylvie Ruot au Palais Princier, près de 4000 photographies, qui viennent à la fois du Palais, du Fonds régional, de la SBM, des personnes privées, et puis des objets, un obus, des mitraillettes, ce genre de choses qu'on a trouvées chez les gens. Et donc, tout ça était comme objectif qu'en quelque sorte, celui qui ne voulait que regarder les images et avoir un commentaire autour des images puisse se contenter éventuellement que de ça. Donc on avait une histoire linéaire, visuelle. Puis de l'autre côté, le texte devait être un texte donc accessible, avec beaucoup de témoignages. Un autre ouvrage, celui d'Emmanuel Dain. Il est actuellement salarié d'un grand groupe de la Principauté. Il a par le passé travaillé dans plusieurs grandes radios françaises, RMC, Europe 1, RTL. Emmanuel Dain vient de publier son deuxième ouvrage intitulé L'étrange affaire Portal. Il revient sur un des faits divers du milieu des années 70. Patricia Navarro et David Bernardi l'ont rencontré. L'affaire avait fait grand bruit avant de tomber dans l'oubli. De 1973 à 1975, un fait divers a monopolisé les unes des journaux. L'affaire Portal s'est achevée dans le sang après un très long siège. Le drame s'est joué dans une bâtisse, la Fumade, qu'occupait une famille ruinée près de Montauban. Emmanuel Dain s'est replongé dans les méandres de ce vieux dossier pour raconter le plus fidèlement possible cette histoire vraie qui a tout d'un roman policier.
C'est une affaire que j'ai découverte par hasard, comme je l'explique dans le livre, en feuilletant des vieux Paris Match des années 75. Et j'ai été intéressé par cette histoire tout simplement parce que c'est une histoire, c'est une bonne histoire, c'est une histoire incroyable. Comme je le dis à un moment, la réalité dépasse la fiction. Bon, c'est une phrase un peu banale et là, je pense qu'aucun scénariste n'aurait imaginé inventer une histoire pareille. Pourtant, c'est une histoire vraie, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est d'abord l'extravagance de l'histoire. Et puis, je me suis interrogé sur le fait, sur le fait qu'elle soit tombée dans l'oubli. Je me suis demandé pourquoi cette histoire était tombée dans l'oubli, alors qu'en fait, elle raconte énormément de choses sur la société française des années 70. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Pour écrire son livre, Emmanuel Dain s'est lancé dans une vaste enquête de plusieurs années à la recherche d'articles d'époque et en multipliant les témoignages d'acteurs de ce fait divers. Alors ça commence par un fait divers tout à fait banal, une famille qui, pour s'opposer à l'expulsion de son domaine, ce sont des petits nobles de la région de Montauban, s'oppose à cette expulsion et décide de se retrancher chez eux en armes. Bon. En général, ce genre de choses, ça dure 48 heures, ça dure quelques heures. Et là, la particularité, c'est que ça a duré 2 ans. Tout un tas de raisons que j'essaye d'expliquer. Ces gens-là se sont opposés aux décisions de justice qui leur demandaient de quitter leur domaine ayant été vendu aux enchères à 20% de sa valeur, suite à un imbroglio juridique qui a duré 25 ans, composé de 71 procédures de justice et de 25 années pendant lesquelles la justice a été incapable de dire le droit. Donc les gens ont été victimes de cette errance de la justice. Et puis évidemment, là où les choses se sont un petit peu corsées sur le plan médiatique, c'est que bon, ces gens-là étaient des gens de caractère un peu particulier, on va dire. Et un mois après le début du siège de la Fumade, qui est le nom du domaine, le père de famille est décédé et pour des raisons un peu obscures, ils ont décidé de ne pas inhumer le père de famille, ce qui fait qu'ils ont vécu pendant 2 ans avec le cercueil du père de famille dans une des pièces du petit château. Donc évidemment, tous les ingrédients étaient réunis pour que les médias s'intéressent à cette histoire proprement extravagante. L'étrange affaire Portal est paru aux éditions Imago. Son auteur, Emmanuel Dain, a déjà en tête l'écriture d'un nouvel ouvrage qui reviendrait là aussi sur une affaire ayant eu pour protagonistes des membres d'une famille du Sud-Ouest, l'affaire des reclus de Montflanquin. Le reste de l'actualité en bref. Journée portes ouvertes au pavillon Bozio, l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco accueille et renseigne les parents et les futurs étudiants ce samedi de 11h à 18h. Quel temps va-t-il faire dans les jours à venir? Voici la météo. Mercredi, des nuages sans pluie avec parfois l'apparition du soleil. Les températures seront clémentes, il fera de 11 à 15 degrés. Jeudi, une journée plus incertaine, les nuages seront menaçants. Il y aura quand même quelques rayons de soleil, mais également un risque de pluie compté de 11 à 14 degrés. Vendredi, soleil voilé le matin et des nuages dans l'après-midi. Il se peut qu'il pleuve en fin de journée. Les températures sont à peu près stationnaires de 10 à 14 degrés. Et enfin samedi, encore un temps incertain, beaucoup de nuages et de courtes apparitions de soleil. Et tout cela saupoudré par moments par de la pluie. Il fera de 12 à 13 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre magazine ciné réalisé par José Sacré. Mais avant cela, nous tenons à souhaiter un joyeux anniversaire à un des caméramans qui travaille chez nous, Lionel Bernardi. Il fête son demi-siècle. Rien que ça, on l'embrasse. À très bientôt. Au revoir.